1955 et même du 20 mai 1955. Et on se rappellera davantage de plusieurs dates qui ont pu permettre aux Camerounais de pouvoir avoir des relents de nationalistes et pourquoi pas développer le nationalisme. Pour parler justement du nationalisme, nous avons aujourd'hui un consultant international, une personne qu'on ne présente plus. Alors, chers téléspectateurs, on vous demande de vous asseoir très bien. Question pour nous de permettre à notre invité de pouvoir s'asseoir. On vous revient après cette halte. Du nationaliste, pour moi, c'est Ruben Umniobe. Oui, on en reviendra justement avec cette image, cette icône du nationalisme camerounais qui malheureusement a été, on peut le dire, assassiné en 1958 alors qu'il revendiquait l'indépendance du Cameroun. Et quand on le dit, on rappelle que M. Umniobe a été secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, parti qui a été créé dans un bar à Douala le 10 avril 1948. Alors, pour ne pas froisser votre modèle, puisque vous aurez le temps de le présenter et d'assumer vos propos, pour nous qui ne l'avions peut-être pas connu et qui avions eu assez de difficultés pour lire ses écrits et ses ouvrages, qu'est-ce qu'on peut donc entendre par nationalisme? Ce qu'il faut entendre déjà par nationalisme, c'est que le nationalisme en réalité est un mouvement politique qui revendique
la possibilité de pouvoir créer une nation. Parce que c'est ça la finalité. Quand les Camerounais se constituent en mouvement nationaliste, c'est justement parce qu'ils veulent être un État et en même temps devenir une nation. Et il faut savoir que dans la nation, il y a deux dimensions. Il y a la conception allemande de la nation qui repose sur des critères objectifs tels que la langue, le territoire, le sang, et j'en passe, et la conception subjective qui est française, qui repose sur le sentiment du vouloir vivre ensemble. Et quand vous analysez donc ces deux dimensions de la nation, vous vous rendez compte que le Cameroun, regorge ou alors regroupe en son sein les deux caractéristiques de la nation, c'est-à-dire la dimension objective et la dimension subjective de la nation. Alors, donc, on peut donc se dire que le modèle camerounais deviendrait donc un modèle qui est venu parfaire les deux dimensions de la conception occidentale, c'est-à-dire une conception purement allemande qui adosse la nation sur des liens que vous avez su convoquer, le sang, l'ethnie, la langue, et une conception française qui est dans la dynamique du vouloir vivre collectif. Et pour reprendre les propos de quelqu'un que vous appréciez beaucoup plus, le professeur Hubert Monondiana, le vouloir vivre collectif, mais en harmonie, voire en harmonieux. Donc, il ne faut pas seulement avoir le désir de vouloir vivre ensemble. On peut vivre ensemble dans la guerre. Exactement. Mais si on souhaite vivre en harmonie, on atteint la dimension de la conception telle que le conscient camerounais voulait justement le signifier dès les entames de la construction de cet État dans les années 57 pour éviter beaucoup de contestations. Et dans les années 60 et 61, qui bien évidemment nous rattrapera en 1996 et en 2008 sous l'égide des révisions de la Constitution de 72. Alors, monsieur le consultant, on évolue. On comprend donc très vite que vous avez suscité monsieur Ruben Oubniobé, qui a été un activiste qui recherchait beaucoup plus l'indépendance du Cameroun. Mais alors, en dehors de lui, et même avec lui, est-ce que vous pouvez nous citer d'autres figures camerounaises qui ont manifesté des relents nationalistes juste après la Seconde Guerre mondiale? Oui, ils sont plusieurs, c'est juste que... Vous pouvez aller bien avant, hein, juste c'est pour que les Camerounais qui nous suivent, en fait, les téléspectateurs qui nous suivent puissent avoir une idée de ce qu'a été les acteurs nationalistes et leur projet de société. Ok, là je comprends bien votre question, puisque ça a toujours fait l'objet d'une controverse. Exact. Il faut savoir qu'on a deux groupes de nationalistes. Il y a ce que j'appelle souvent les nationalistes de première génération, qui sont ceux qui ont combattu la pénétration allemande. Exact. Oui, c'est là que les mouvements nationalistes commencent à naître. Et avec eux, on aura la consécration de ces combats, on aura l'assassinat de Martin-Paul Samba et de Douala Mangabel. 1914. Exactement. Nous ne sommes pas loin, nous sommes en août. Exactement. Et je pense que Douala Mangabel a été décapité le 13 août 1914. Exactement, ça fait 107 ans déjà. Exact. 107 ans déjà que les premiers nationalistes ont donné leur vie. Eux, ils contestaient la pénétration allemande. Et vous savez que dans la pénétration allemande, elle s'accompagnait de l'expropriation foncière et du travail forcé. Donc c'était leur combat, que les terres des autochtones, entre guillemets, ne soient pas arrachées, que le travail ne soit pas inégalitaire ou qu'il ne soit pas forcé. Ça, ce sont les nationalistes de première génération. Et après, on aura donc les nationalistes de deuxième génération. Ce sont ceux qui, à la suite d'une formation syndicale qui leur avait été administrée par Gaston Donat, vont décider donc, puisqu'ils vont s'émanciper après cette formation syndicale. La Confédération générale... Gaston Donat a créé, il faut le dire, a mis sur pied une confédération générale des travailleurs du Cameroun. Exactement. Et il a su préparer votre modèle, pour le dire. Exactement. Ibn a assumé la relève.
Mais Gaston Nouna sera chassé du Cameroun. Exactement. Par le gouvernement, pas camerounais, mais français. Exactement, parce qu'il est d'obédience marxiste. Exact. Donc, après dans cette formation, ils vont d'abord décider de se constituer en syndicat et vont vouloir créer un premier parti politique qui devrait être appelé le RACAM. Mais le RACAM, c'est quoi? Le rassemblement des Camerounais, tout simplement. Exactement. Parce qu'il faut faire... c'est vous qui nous donnez l'information aujourd'hui. Plusieurs ont pensé que le tout premier parti politique des Camerounais a été l'UPC. Mais vous apprenez aujourd'hui qu'en 1947, il existait déjà un parti politique, en fait, qui a existé pendant 8 ou 9 mois, le RACAM. Et vous nous rappelez encore que dans ce parti politique, il y avait quand même un monsieur qui officiait comme secrétaire général adjoint. Monsieur Oumyobé toujours. Exactement. Alors c'était juste pour relancer. Exactement. Donc c'est donc à la suite de l'échec de ce RACAM que l'UPC va être créé en 1948. Et beaucoup de gens ne savent pas souvent que lors de la création de l'UPC, Oumyobé n'y était même pas présent. Il était hospitalisé à Sakbaïmi. Donc c'est donc à partir de la création de ce parti politique que va naître le nationalisme de deuxième génération qui a donc pour cheval de bataille déjà la réunification du Cameroun. Parce que quand vous lisez les écrits sous maquis de Ruben Oumyobé, il a assisté au congrès de Kumba en 1952 et 52 déjà pour essayer de voir comment le Cameroun devait se réunir parce qu'il pensait que le Cameroun devait se réunir avant d'aller à l'indépendance. Pour Ruben Oumyobé et l'UPC, ou les pères fondateurs du Cameroun, il n'était pas question qu'on ait deux indépendances comme ce que les colons nous ont servi, c'est-à-dire une indépendance du Cameroun français et une indépendance du Cameroun anglais. C'est pour ça que dans les mêmes écrits, il a qualifié les accords de tutelle d'escroquerie politique. Escroquerie politique. Exactement, parce qu'il disait que le Cameroun n'avait pas besoin de signer les accords de tutelle où une partie devait être administrée par les Anglais et une autre partie par les Français parce qu'il n'y avait jamais eu deux Cameroun. Il n'y avait jamais eu deux Cameroun. Le fait qu'on ait eu un Cameroun divisé en deux résultait simplement de ce qu'il a appelé un accident de l'histoire. Donc, le combat de ces nationalistes reposait donc sur ces deux éléments, c'est-à-dire la réunification du Cameroun et l'indépendance. C'est vrai qu'à côté de ça, on pourrait ajouter les éléments comme la valorisation ou la revalorisation de la commercialisation de nos matières premières, parce que c'était déjà aussi ça leur cheval de bataille, et aussi la justice sociale, parce qu'on pensait dans l'UPC que la justice sociale était un élément très important dans la construction de l'État-nation, et même le combat du tribalisme, parce que je sais qu'avec l'évolution de notre émission, on va certainement arriver aux questions de tribalisme. Exactement, bien évidemment, mais nous sommes encore au niveau des premiers jets. Vous avez cité les dates, vous citez 1947, vous citez 1948, mais on constate quand même quelque chose, c'est que ce roulant ou ce regain de nationalisme intervient ou se fait voir quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour l'imagerie populaire en Afrique, d'aucuns estiment que c'est la Seconde Guerre mondiale qui aurait été, on peut le dire ainsi, le fil catalyseur des relents nationalistes ou des mouvements nationalistes en Afrique. Pour vous, quelle est votre position par rapport à cette vision ou cette conception des choses? Ma position... Justement parce que quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on voit aussi qu'avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, on convoquera quand même le discours du général de Gaulle à la conférence de Brazzaville qui s'est tenue du 30 janvier au 8 février 1944 et qui a quand même eu à concéder, en fait, au plan théorique, un certain nombre de libertés aux peuples africains qui ont eu à soutenir la France durant la Seconde Guerre mondiale. Oui, mon point de vue par rapport à cette théorie, il est ambivalent. Ambivalent déjà parce que vous allez voir que dans les questions précédentes, je vous ai dit qu'il y a eu des nationalistes de première génération. C'est pour dire que c'est parce quand on a une lecture occidentale, on peut penser que c'est la Première Guerre mondiale. La fin de la Deuxième Guerre mondiale, autant pour moi, la fin de la Deuxième Guerre mondiale est juste ce que j'appelle le catalyseur. Parce que là, quand les Africains vont assister et voir que ces Blancs sont aussi
ne sont pas invincibles comme ils nous ont fait croire. Ce sont des hommes. Exactement. Le mythe tombe donc. Ça fait que, du coup, ils vont se lancer et dire, s'ils peuvent aussi mourir, s'ils peuvent aussi pleurer, s'ils peuvent aussi souffrir, ça veut dire qu'ils ne sont pas invincibles. Et à cela, il faut ajouter les différentes formations syndicales que j'ai citées ici, parce que avec l'ouverture, c'est-à-dire le contact avec d'autres cultures, la formation syndicale, la formation même juridique. Oui, quand vous convoquez la formation juridique, il y a quand même un mouvement qui va naître dans les années 1938. C'est pour vous relancer la JOCAFRA, la jeunesse camerounaise française, mouvement qui a été, je pense, dirigé par Monsieur Sopo Priso, mais qui avait pour but de faire taire les relents du nazisme, ou alors, si on peut dire, couper le fil conducteur qui unissait les Camerounais qui pensaient que l'Allemagne avait été la puissance mère et qu'ils avaient un lien d'allégeance envers l'Allemagne. La JOCAFRA naît donc, et Sopo Priso coordonne et dirige ce mouvement. Mais ce mouvement-là, il faut le dire, n'est pas véritablement un mouvement qui sert les ambitions des jeunes Camerounais, puisqu'il était davantage là pour lutter contre le nazisme. En fait, il était beaucoup plus sous la tutelle française. On parle ici de la conception juridique telle que vous étiez en train de convoquer. Mais par la suite, on va assister à ce regain de vitalité à partir de la JOCAFRA. Je voudrais qu'on revienne un peu sur les années avant, on sommes même bien avant, on sommes encore sur le nationalisme de première génération. Ça, c'est avant 1944, nous sommes en 1948. Est-ce qu'on peut donc dire que le colon français lui-même, en voulant détruire les vestiges des Allemands, lui-même s'est tiré une balle sur le pied, en mettant sur pied cette JOCAFRA? Oui, on peut le dire, parce que j'oublie le nom certainement de cet historien qui a dit que la colonisation portait elle-même les germes de sa propre destruction. Exactement. Donc, il y a eu Jules Ferry. Jules Ferry. Exactement, le nom est revenu. C'est ce qu'il a dit. Donc, la colonisation ou le système français en lui-même portait en lui-même les germes. Il était ministre de l'éducation en France. Exactement, les germes de sa propre destruction. Et en plus, ce qu'il faut ajouter, c'est que les Oumniobé vont donc se rendre compte même que la JOCAFRA ne sert pas les intérêts du nationalisme. C'est pour ça qu'à un certain moment, dans certains écrits, on vous dit que Oumniobé pensait que Sopo Priso était un traître, parce que Sopo Priso a même été député dans ce pays. Exactement. Donc pour Oumniobé, à un moment, il avait pensé que Sopo Priso n'avait pas vraiment l'esprit nationaliste. Il doutait un peu de son nationaliste et il est taxé dans des renégats. Parce que pour la petite histoire, c'est même la raison pour laquelle le mouvement qui devait naître avant l'UPC ne va pas naître. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des tops dans le mouvement. Parce que l'objectif de l'UPC, et j'ai l'habitude de le dire, et j'espère que ça va éclairer vos téléspectateurs et vos internautes, l'UPC disait qu'il n'est pas un parti politique, il est un mouvement nationaliste. C'est la raison même pour laquelle le haut commissaire qui a pris sur lui l'engagement de signer l'acte de création de l'UPC a quand même eu à préciser dans ses dispositions finales et transitoires que l'UPC, lorsque ce parti viendra ou cette association viendra à bafouer la réglementation en vigueur au Cameroun, devra répondre ses actes, en fait ses dirigeants, devant les instances juridictionnelles compétentes. C'était juste pour vous relancer. Bien évidemment. Donc, Oumniobé, dans sa vision, parce que j'ai beaucoup lu ses écrits, vous allez me pardonner de beaucoup le convoquer ici aujourd'hui, il disait que l'UPC est un mouvement autour duquel les partis politiques devaient venir se greffer pour combattre et obtenir l'indépendance et l'unité du Cameroun. Donc pour lui, il pensait que c'est donc après les indépendances que chaque parti politique pourrait se détacher de l'UPC et maintenant mener son combat politique interne. Oui, par la suite, on va quand même assister, nous sommes là en 1948, vous avez cité la date 10 avril 1948, l'UPC donc est reconnu officiellement comme un parti politique. Le RACAM disparaît, sa belle mort, il faut le dire, puisque tout ce qui est au RACAM se retrouve pratiquement au sein de l'UPC, et l'UPC va mener son combat idéologique
Mais entre 48 et 55, 7 années plus tard, il se passe quand même quelque chose au Cameroun. Mais alors, on cite beaucoup plus les émeutes des 15 et 25 mai 55. Pour vous, est-ce que ces émeutes n'ont pas, à notre sens, défini ou alors arrêté ou défini l'acte judiciaire de l'UPC? Puisque le 15 mai 55, les émeutes qui sont produites du côté de la ville de Douala, où il y a eu une confrontation à ciel ouvert entre colons et ceux-là, pas forcément nationalistes, et certains militants de l'UPC. Ces émeutes sont soldées par des pertes en vies humaines. Tout comme également à Yaoundé, le 15 mai 55 également, entre ce qu'on appelle aujourd'hui Chapelle Messa et Maché Mokolo, il y a eu également des émeutes, puisque un colon avait abattu un boy, vie de boy. Vous aurez compris pourquoi on a écrit cet ouvrage. On a abattu un boy de couleur noire et les autochtones, en fait, les Camerounais sont levés et ont voulu aller revendiquer le corps du défunt à la morgue d'hôpital central pour les enterrer. Et il y a eu également justement des pertes en vie humaine, des balles, des tirs à balles réelles ont été ordonnés par l'armée française républicaine et il y a eu des dizaines voire des centaines de morts. Est-ce qu'on peut dire que ces deux événements, aussi bien notés à Douala et à Yaoundé, entre le 15, le 25, voire même le 20 mai 55, n'ont pas défini l'acte de décès de l'UPC qui va bien évidemment connaître sa chute libre, je pense, en juillet 57, c'est-à-dire 2 mois plus tard? Oui, quand on fait une bonne lecture historique, on comprend que c'est là où part la décadence de l'UPC, mais sauf qu'en même temps, il faut rappeler que c'était un prétexte, parce que l'UPC n'a jamais voulu prendre les armes pour lutter contre le colon ou alors pour acquérir l'indépendance, parce que toute la doctrine de l'UPC reposait sur la non-violence, un peu comme Gandhi. Parce que c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Ça a été un prétexte, les émeutes de Douala. On a poussé certains militants à bout et on s'est servi de ce prétexte pour interdire l'UPC au Cameroun, pour le rendre illégal. C'est ce qui les a poussés justement dans la clandestinité. Parce qu'il faut rappeler ici que il y avait, à un moment, il y avait 2 branches dans l'UPC. Il y avait ceux qui, à un moment, ont dit à Oumniobé qu'il fallait qu'ils prennent les armes. Et Oumniobé leur disait, on ne va pas prendre les armes. On va mener un combat idéologique, mais sauf qu'à la fin, on a eu l'impression que ceux qui disaient que l'UPC devait prendre les armes avaient peut-être raison. Parce que vous savez que l'un des derniers remparts de l'UPC, le commandant Kissamba, qui est décédé, je crois, l'année dernière, exactement, faisait donc partie de ce qu'on appelait la branche armée de l'UPC. Or, Oumniobé leur disait, on ne va pas aller à la conquête de notre indépendance avec les armes. Ce qu'il faut, c'est éduquer les populations, l'éducation politique des masses, pour leur faire comprendre l'importance d'avoir notre indépendance, l'importance de l'UPC, l'importance de notre idéologie. Pour lui, il pensait que c'était ça la plus grande arme. Donc, je dis souvent, 1955, ça a été un piège, un bon prétexte que l'administration française a utilisé pour nous faire croire que les nationalistes seraient des maquisards. Mais nous ne sommes pas encore au niveau des maquisards. Les maquisards arriveront après le décès, après la mort de Oumniobé et même après la suspension de ce parti en juillet 55. On va s'intéresser, la régie nous fait des signes quand même à cette date de mai 55. Mais quand on suit quand même les propos de M. Célestin Bédjigui, qui quand même estime qu'il a vécu ce qui s'est passé le 15 mai 55 à Yaoundé, à la périphérie de Messa. Il dit, étant jeune, il a vu quand même des compatriotes marcher qui revendiquaient le cadavre de ce boy qui a été assassiné par un colon. Mais il faudrait quand même qu'on revienne
dans l'histoire pour rappeler que Roland Pré avait signé un décret qui donnait la possibilité aux colons français d'avoir des armes et d'abattre des nègres qui voulaient s'insurger contre l'ordre établi et qui avait bien évidemment la naissance même du RACAM, un syndicat des colons qui avait été mis sur pied par ces colons, qu'on appelait l'association des colons au Cameroun. Et qu'en 1955, c'est-à-dire en mai 1955, les Camerounais ont tout simplement voulu rendre hommage à ce Camerounais qui avait perdu l'âme, en marchant donc et en allant revendiquer ce corps, alors que les Français demandaient que ce soit uniquement la famille qui le fasse. Il y a eu des altercations entre la milice, enfin les militaires français, au sein desquels on retrouvait d'ailleurs d'autres, des Tchadiens et Guinéens, il faut le dire, ont eu justement à ouvrir le feu. Et là, il y a eu des pertes en vies humaines. En autre sens, on voudrait savoir si tout n'est pas parti à ce niveau, c'est-à-dire la radicalisation de l'UPC et de tout ce qui a été comme mouvement nationaliste, pour voir des Camerounais qui ont perdu des vies, alors que ceux-ci n'avaient qu'entre leurs mains soit des bâtons et qui créaient quand même la volée, on part en guerre. Mais on ne part pas en guerre avec des paroles, sauf si c'est une guerre idéologique. On ne part non plus en guerre avec le colon en ayant des bâtons lorsque le colon a devant lui et avec lui des amulettes et des armes. La question est donc de savoir aujourd'hui, monsieur le consultant, si tout n'est pas parti à ce niveau, c'est-à-dire la radicalisation sur mon 55. Un an avant, bien évidemment, ce qu'on appelle l'autonomie interne, vous avez convoqué le prétexte. Est-ce que tout n'était pas à dessein, n'était pas défini pour que le Cameroun ne soit jamais indépendant? Parce que j'ai également lu, on a lu un ouvrage d'Albert Ouna qui nous fait savoir que la France a été contre le projet de société des Nations Unies, de la SDN en 1921, qui voulait mettre le Cameroun sur le régime international, et contre le même projet de société qui a été mis sur pied en 1944 pour mettre le Cameroun sous un régime également de tutelle. Est-ce que tout n'est pas parti de là, convoquant le prétexte que vous souleviez, pour amener l'UPCI à être en faute et trouver un motif justement pour pouvoir le suspendre? Monsieur, vous faites très bien de me poser cette question. Justement, il faut aussi poser une autre question, celle de savoir si c'est vrai que l'UPC s'est radicalisé. Pourquoi l'UPC s'est radicalisé? Parce que je vais un peu éclairer la lanterne de vos téléspectateurs. Selon le vrai projet de Société des nationalistes, le Cameroun devait être indépendant le 13 décembre 1956. Et vous voyez qu'il y a émeute en 1955, parce qu'il s'était donné une période de 10 ans, du 13 décembre 1946 au 13 décembre 1956 pour être indépendant. C'est donc face à ce refus de donner l'indépendance aux nationalistes camerounais que certaines personnes vont se radicaliser, parce que c'est une affaire simple. Je vous demande mon indépendance, vous ne me la donnez pas. Je vous la demande d'une manière la plus simpliste, vous ne me la donnez pas. C'est clair qu'à un moment, ça va m'amener à me radicaliser. Donc c'est la vérité qu'il faut dire aux Camerounais, que l'UPC était à bout, non seulement parce qu'ils voyaient l'indépendance les échapper, à bout parce qu'ils voyaient leurs frères continuer à souffrir dans les plantations, à bout parce qu'ils continuaient à voir le statut d'indigénat être appliqué, et même à bout parce qu'ils voyaient certains de leurs frères ne pas comprendre le sens de leur combat. Alors, on a suivi justement les propos d'un nationaliste pur et dur, un nationaliste de la première heure qui fait encore état de son écho pour éclore justement ses pensées. Culture juridique va tranquillement et entrer en gare. Nous vous reviendrons justement la semaine prochaine avec Monsieur Paul Monunga pour la suite. Parce que quand on convoque le nationalisme, on parle ici de cœur. Merci le cœur posé, la main posée sur le cœur, à tous ceux-là qui ont pris la peine de nous suivre. Le temps pour nous d'adresser nos hommages
à toute l'équipe technique qui nous fait confiance. Nous convoquons ici Berosa Pazo qui nous suit, le directeur général adjoint Jeff Vondor qui supervise et qui coordonne, le directeur général à qui on rencontre Monsieur Pouikam Rodrigue, le promoteur et superviseur des chaînes, on ne l'oublie pas assez, Lamdi Somba, Tessa Maboke et conseiller Osvaldo Boke. Nous vous disons bonsoir et à bonsoir.